Donc, à l'issue de la conférence, on prendra le temps d'un échange et de questions-réponses avec vous toutes et tous. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui une grande partie de mes travaux de recherche qui m'occupent depuis quelques années et de pouvoir échanger à ce sujet avec vous. J'ai un cursus, on va dire, des plus classiques. Moi, j'ai une licence et un master de lettres classiques. J'ai passé l'agrégation, puis derrière, j'ai commencé la recherche. Mais je savais déjà, en fait, que je voulais faire du numérique. Donc, entre-temps, je suis quand même allée me former pendant 1 an à l'École des Chartes, à un master qui s'appelle Technologie numérique appliquée à l'histoire, où après, j'ai enseigné pendant pas mal d'années. Et donc, ma formation de base, c'était pas d'utiliser de l'IA, c'était pas de faire de la reconnaissance automatique d'écriture, c'est quelque chose qui est plutôt arrivé après ma thèse. Mais c'était l'édition de texte, l'édition numérique des textes. Et vous allez comprendre que c'est quand même ce qui guide ce que je fais aujourd'hui, ce qui guide ma pratique, ce qui guide aussi ma compréhension et mon utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de vous expliquer au mieux les objets avec lesquels je travaille. J'espère que je ne vais pas passer trop vite sur des notions que vous ne comprendriez pas. Faites-moi des grands gestes si jamais à un moment je commence à parler de choses qui vous sont complètement inconnues, parce que c'est terrible. J'édite des textes du Moyen-Âge. J'utilise la reconnaissance automatique d'écriture toute la journée. Donc des fois, j'ai peut-être tendance à utiliser le jargon et à plus vraiment me rendre compte que je ne suis pas intelligible pour les gens qui ne travaillent pas sur les mêmes objets que moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'arrêter. Mieux vaut m'arrêter que j'explique tout de suite que de m'écouter sans comprendre. Je pense que ce ne sera pas très productif. Donc ça, c'est comment mes collègues voient l'IA. Très sincèrement, c'est quelque chose qui fait peur dans mon champ. On a extrêmement peur d'être remplacé et que l'IA vienne remplacer le chercheur, vienne supprimer des postes, etc. Et en plus, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre vie. On n'arrête pas de parler des prompts, de ChatGPT, de Gemini, de l'influence néfaste, d'autant plus qu'on sait quelles sont les entreprises derrière qui ne sont pas toujours avec une éthique très recommandable. Mais pourtant, l'IA, il faut bien l'intégrer à un moment. C'est quelque chose qui est là aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de faire de la recherche et c'est quelque chose, effectivement, en tout cas moi, dans ma pratique, qui a modifié mon accès aux sources. En tout cas, grâce à l'IA, j'ai accès à plus de textes plus rapidement parce que je suis capable aujourd'hui de transcrire le texte qui est sur des images numérisées, par exemple par la BNF sur Gallica, pour après récupérer le texte et travailler avec. Est-ce que c'est un accès vraiment simplifié? Je ne suis pas sûre. C'est quand même des outils qui ne sont pas faciles à utiliser, qui ne sont pas faciles à utiliser correctement. Les utiliser sans vraiment comprendre ce qu'on fait, sans vraiment être capable de vérifier ses expériences, de comprendre à quel point on peut croire en ces expériences, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut bien comprendre tout ce qui a permis d'entraîner l'IA et bien comprendre les conséquences que cela a sur les résultats. De là, quand on travaille sur des documents historiques, travailler avec de l'IA, c'est pas facile, parce qu'en fait, l'IA, c'est surtout entraîné pour des corpus modernes. Et donc, ce qu'elle a ingéré, parce que les IA qu'on utilise un peu clé en main, on va dire ça, comme des prompts, etc., on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas. Il n'y a personne qui vous dira, dans mon corpus d'entraînement, j'ai pris ça, 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 ça et ça, et en plus, je vais vous faire quelque chose juste pour les documents historiques, juste pour les médiévistes, etc. Non, ça n'existe pas. Et donc, si, par exemple, vous mettez un texte du Moyen-Âge en ancien français avec de belles traces dialectales picardes et que vous demandez à ChatGPT de vous le traduire, ça ne va pas donner quelque chose d'excellent. Et si vous lui demandez de normaliser un petit peu l'écriture aussi, ça ne va pas vous donner quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous fier, parce que tout simplement, ce n'est pas fait pour ce type de données. De là, quel est notre rôle en tant que chercheur, mais aussi en tant que professionnel du patrimoine, la conservation du patrimoine? Faut savoir déjà que cette scission, on va dire, de travail, c'est très français. Moi, je travaille pas mal à l'international et en réalité, toutes les personnes qui s'occupent de la conservation du patrimoine et les chercheurs comme moi ont plutôt tendance à travailler ensemble, enfin les GLAM, etc. On les rencontre aussi dans toutes les conférences de recherche, etc. Donc je pense qu'on a un rôle assez similaire et si en plus on pouvait le faire ensemble, ça serait encore mieux. Notre rôle, c'est de trouver les bonnes IA, les bons moyens d'utiliser les IA pour créer des données qui soient fiables.
Et moi, ce que je vois aussi avec l'utilisation de l'IA aujourd'hui, c'est qu'on se dit ça coûte rien de tout recommencer de zéro. Et du coup, on a tendance à plus du tout partager les données. Enfin, c'était pourtant la science ouverte, etc. On en parle beaucoup. Mais il y a aussi cette tendance à effacer cette phase de production de données, d'explicabilité des expériences, etc. Et je pense que justement, notre rôle ici, c'est vraiment d'avertir, attention, c'est pas parce qu'on a l'IA qui permet d'aller plus vite qu'il ne faut pas constituer des choses qui soient pérennes, documentées, fiables. Et je pense que le rôle, aujourd'hui, il est là, parce qu'en fait, des données, on en produit aujourd'hui de plus en plus. Donc voilà, je vais un peu dire comment est-ce qu'on part du manuscrit pour le transformer en données, mais pour le transformer en données qui ait une valeur scientifique. Déjà, le manuscrit, c'est un objet, donc il y a toujours une partie qui ne sera jamais ingérée par l'IA, qui sera toujours là, on aura toujours besoin d'aller consulter l'objet, de le sentir, de sentir la matérialité, la matière, le poids, la taille, etc. Et ça, c'est important de conserver l'accès à ces données-là. C'est important de continuer à les répertorier, à les conserver, etc., à les restaurer si besoin. Le manuscrit, c'est aussi un objet scientifique. Et donc, ce n'est pas un objet qui se manipule n'importe comment. Et le problème, c'est que si on utilise un prompt clé en main, il n'a pas vraiment d'expérience. Il ne va pas forcément savoir décrire l'objet avec les termes qui correspondent à une communauté et qui ont un sens, qui sont des standard, il ne va pas forcément faire attention à ce genre de choses. Il ne sait pas forcément faire de la paléographie et distinguer les différentes écritures, par exemple. Donc vous allez perdre certains aspects. En fait, si ça, ce n'est pas quelque part dans des données, dans des notices, etc., ce n'est pas l'IA qui va le sortir de son chapeau. Et c'est aussi un objet étudié d'un point de vue philologique. Ça veut dire, quand j'ai un manuscrit dedans, j'ai un texte. Un manuscrit du Moyen-Âge, ce n'est pas forcément très facile à lire. Il faut comprendre, il faut savoir se repérer à l'intérieur de ces documents. Donc là, vous avez des lignes rouges qui peuvent signaler la fin d'un texte, le début d'un texte. Il y a plusieurs colonnes. Il y a un texte qui est écrit dans une écriture qu'il faut apprendre, qu'il faut être capable de lire. Parce que si vous n'êtes pas capable de lire tout ça, d'avoir tous ces savoirs-là, l'IA, elle peut vous dire n'importe quoi et vous ne pourrez jamais aller vérifier. Donc il est aussi important de continuer à former des gens qui soient capables d'aller vérifier les données produites par l'IA. Il faut aussi comprendre les tenants et les aboutissants de la chose. L'IA, elle va avoir tendance à regarder les choses une par une, un peu comme si elle ne voyait pas les reliefs. Donc elle ne va pas remettre le texte en contexte. Un texte médiéval, il a pu être copié plusieurs fois dans différents manuscrits, à différentes périodes. Si comme moi, vous travaillez plutôt sur des textes en français, en langue vernaculaire, en fait, ce texte-là, il n'est pas stable. D'un manuscrit à un autre, il va changer. Les mots ne vont pas s'écrire de la même manière. Le copiste, il ne va pas tout recopier exactement de la même manière. Toute cette mise en contexte, etc., ça reste notre valeur ajoutée par rapport à un traitement plat, chiffré, quantitatif, cette connaissance du relief du texte. Et c'est peut-être là aussi on peut commencer à réfléchir à une mise en données raisonnée de ce texte pour après, soit en s'aidant de l'IA, soit après pour l'utiliser avec des outils d'IA. Avant de pouvoir être exploité, le manuscrit doit être numérisé. Et ça, c'est encore des humains qui numérisent les manuscrits, qui les déplacent sur la machine tout simplement, qui les mettent en ligne. Et par exemple, lors de la mise en ligne, c'est très important de faire attention aux données associées. Donc toutes les métadonnées sur la numérisation, ça c'est le travail des conservateurs, des archivistes, etc. Et ça reste un travail extrêmement important qui peut être aidé avec de l'IA, mais qui, même s'il était fait avec de l'IA, doit être absolument vérifié. Parce que je pense que vous avez déjà parlé de l'IA. L'IA, elle ne sait pas dire qu'elle ne sait pas. Donc elle va halluciner des résultats. Elle va forcément se forcer à remplir tous les champs. Ce qu'un humain ne fait pas forcément. Il est capable de dire « non, mais là, on ne sait pas, c'est pas possible, ça ne correspond pas au document, etc. » Donc voilà, on est là pour vérifier les données, les organiser, parce que le problème aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'on se trouve sous un flot d'informations, un flux de données qui est franchement difficile à organiser. Il est difficile de faire sens, des fois, tant on a de données. Donc vraiment, en tout cas, moi, je vois mon rôle de chercheur comme quelqu'un qui doit organiser ces données, mais aussi les conserver. Trouver le meilleur moyen de les conserver, les meilleurs dépôts, donner un identifiant à mes objets numériques. Aussi diffuser l'information.
Avant de pouvoir faire de l'IA ou d'utiliser l'IA de manière raisonnée, il y a tout un travail de fourmi. C'est la constitution des métadonnées dans des bases de données qu'on va aller réutiliser. Ça va être la modélisation des données. Même pour faire de la reconnaissance automatique d'écriture, ça ne se fait pas sans rien. À un moment, quand on va créer les données d'entraînement, on va les penser pour que le résultat du modèle soit le plus pertinent en fonction de critères scientifiques. Et quand on fait ça, moi je suis convaincue que la science ouverte c'est extrêmement important. On peut en profiter pour partager, documenter ces données, participer à la création de standards qui vont permettre que tout le monde ne recommence pas à zéro, mais de mettre en commun tout ce qu'on a fait. Parce que ça aussi avec l'IA, bon, je pense qu'on vous le répète, mais l'IA c'est pas très écologique. Donc si on peut essayer de ne pas tout recommencer, de ne pas tout réentraîner de zéro, mais de permettre pour avoir le résultat optimal, de simplement faire la toute dernière marche du chemin plutôt que de recommencer de zéro, et bien voilà, ça c'est extrêmement important. Et c'est là un rôle essentiel qu'on a à jouer. Mettre en ligne ces données, les partager, c'est aussi respecter les principes FAIR. Les principes FAIR, c'est de s'assurer, donc c'est findable, accessible, interoperable, researchable, mais c'est aussi, en s'assurant de tout ça, permettre la réplicabilité de la science. C'est-à-dire que si vous mettez en commun vos données, vos modèles, vous permettez à quiconque de vérifier tout ce que vous avez écrit dans votre article. Vous permettez aussi aux gens de prendre l'ampleur des données que vous avez ou au contraire la pauvreté de l'échantillon de test. Et ça permet de savoir à quel point est-ce qu'on peut avoir confiance dans les résultats ou à quel point est-ce qu'ils sont limités et qu'il faudrait enrichir l'étude ou au contraire, non, d'accord, c'est assez représentatif, etc. Donc voilà, il ne faut pas rentrer dans cet engouement un peu magique de l'IA, mais quand même, ce n'est pas forcément la chose qui fait le plus rêver quand on dit non, moi je prépare des données et je les documente. Mais en réalité, c'est vraiment ce qui occupe le plus de mon temps quand je fais de l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est, comme moi, philologue, quand on édite des textes, quand on s'intéresse à la mise en ligne, au fait de rendre disponibles des corpus? Il y a plusieurs tâches qui nous intéressent. Il y a une première tâche, c'est la notation linguistique. Donc, je crois que si vous avez parlé de LLM, vous en avez déjà parlé. Mais c'est le fait de lématiser les mots. Donc de rajouter sur chaque mot une petite étiquette de dictionnaire qui permet de toujours bien le retrouver, quelle que soit sa forme, dans les textes. Alors dans les textes modernes, bon, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir les singuliers, les pluriels. Mais alors, dans les textes médiévaux, c'est absolument nécessaire. Quand vous savez que le mot cheval, en comptant le singulier et le pluriel, peut avoir plus de 20 graphies différentes, c'est quand même pas mal d'avoir une petite étiquette normalisée pour pouvoir le retrouver. On peut ajouter plein de choses aussi, on n'est pas obligé de mettre que cette petite étiquette de dictionnaire, on peut rajouter la nature du mot, ce qu'on appelle la part of speech, on peut rajouter le cas, par exemple parce qu'il y a encore des restes de cas du latin dans l'ancien français. Ça peut être intéressant, par exemple si j'étudie les textes du XIIe au XVe siècle, à quel point est-ce que le système casuel disparaît, à quel moment, dans quel type de texte, etc. C'est le genre de choses à grande échelle qu'on peut faire aujourd'hui avec une notation automatique. Imaginez-vous, si vous deviez annoter à la main absolument tous les textes, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, depuis les années 2000, je vais dire, grosso modo, l'annotation des textes se fait avec des modèles d'IA. Pas les grands modèles d'IA qu'on connaît aujourd'hui avec les LLM, etc. Mais c'était des modèles d'apprentissage machine qui sont relativement fiables parce que tout simplement, on a un bon contrôle sur les données d'entraînement. Mais quand on utilise ces modèles-là, il y a plein de nouvelles questions qui surgissent. Quel dictionnaire je vais utiliser pour annoter mes mots? Parce que si je suis en ancien français, j'ai 3 dictionnaires différents possibles. Lequel je vais utiliser pour peut-être un jour pouvoir mettre en commun mes données? Lequel je vais utiliser si un jour je veux faire des études diachroniques et aller du français médiéval jusqu'au français moderne? Quel jeu d'étiquettes je vais utiliser pour les part of speech, par exemple, si jamais à un moment, je veux faire des études sur plusieurs langues? Ça, si vous utilisez directement un prompt, vous n'en avez pas conscience. Vous allez dire à la machine, vas-y, prends le texte, annote-le. Et quand vous voudrez comparer avec autre chose, vous n'aurez pas les paramètres en main. De là, des fois, il faut savoir un petit peu prendre du recul,
choisir des outils peut-être moins faciles d'accès comme ça, mais des outils qui soient plus adaptés à son objet et plus adaptés à une science qui soit reproductible. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je m'intéresse aux compositions sérielles, mes travaux de recherche, ils portent sur les vides saints dans les manuscrits médiévaux, en langue vernaculaire. La plupart de ces textes, ils ne sont pas édités. Je ne peux pas aller en bibliothèque ou récupérer sur Internet les textes, ce n'est pas du tout possible. En soi, je pourrais dire, moi qui fais des études littéraires, ils ne sont pas très intéressants. Hein. C'est des traductions de latin, enfin de vie latine, etc. Il n'y a pas vraiment d'innovation. Mais pourtant, ces textes, quand je regarde dans les manuscrits, ils ne circulent pas, les compilations dans lesquelles ils circulent ne ressemblent pas aux compilations latines. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ces manuscrits-là ont de particulier. Et là, je me dis, une étude quantitative, ça pourrait être intéressant. Et si je veux pouvoir faire une étude quantitative, je ne vais pas me dire, je vais copier toute seule, tranquillement, tous les 200 manuscrits hagiographiques répertoriés dans la base Jonas de l'IRHT, et puis après, je verrai. Non, j'y arriverai pas. De toute façon, c'est pas possible. Même que je voudrais, c'est pas possible. En fait, c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire de la reconnaissance automatique d'écriture. C'était pour permettre ce genre de recherche. Aujourd'hui, si vous travaillez sur des manuscrits littéraires du 12e, même si vous êtes en latin, donc un peu avant, mais du 10e, 11e, 12e, 13e, 14e siècle, il y a des modèles qui marchent plutôt bien et dont le fonctionnement est complètement expliqué. Et une fois que j'ai tous ces textes, alors là, je peux me dire, je vais utiliser des outils pour faire de la classification automatique. Je vous ai dit, vous savez, moi j'ai un texte, il peut circuler dans les manuscrits dans des versions différentes, qui vont être plus ou moins proches les unes des autres. J'aimerais bien pouvoir faire du clustering automatique de ces versions pour commencer à faire mon arbre, mon stéma, on appelle de dépendance des manuscrits les uns avec les autres. Aussi, j'aimerais bien pouvoir vraiment comparer ces témoins les uns avec les autres et trouver les endroits où est-ce qu'il y a des différences, etc. Pouvoir le calculer, ce qu'on appelle de l'alignement de texte automatique. Ça aussi, aujourd'hui, c'est possible. Ça demande de bien connaître son corpus, d'être sûr de ce qu'on a produit en amont, parce que si ce qu'on a fait en amont, qui est la reconnaissance du texte ou la lématisation, ça ne marche pas, et que vous avez des données qui sont complètement fausses, vos résultats, vous ne pouvez pas en avoir confiance dedans. Donc voilà, c'est extrêmement ce travail de compréhension d'étapes, de préparation des données, il me semble extrêmement important. Alors quelles sont les conséquences ? Il y a des conséquences extrêmement positives. Aujourd'hui, on est capable de traiter du texte en masse dans un temps inégalé. On peut aller très très vite. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant poser des questions qui sont vraiment sur des corpus, si ce n'est exhaustif, au moins d'un point de vue statistique représentatif. On n'est plus lié à une analyse qualitative, mais qui demanderait d'étudier peu de documents pour avoir la finesse voulue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut vérifier toutes les données. Moi, j'ai déjà eu des expériences scientifiques qui ont raté parce que simplement, il y a eu un problème dans mes données. Donc, voilà, ça demande... Donc, on gagne du temps de ce côté-là, mais il ne faut pas oublier de consacrer du temps à la vérification du corpus et à sa bonne production. Ce qu'il ne faut pas penser, l'IA ne lit pas les textes, elle ne les comprend pas, d'accord ? Donc si elle est capable de produire des données qui autrefois étaient produites par les institutions du patrimoine ou par les chercheurs, elle ne les remplace pas. On va simplement déplacer notre expertise. Notre expertise, elle va être dans la modélisation des données pour entraîner les modèles et dans la vérification, l'organisation, la diffusion des données. Si vous vous limitez à une utilisation non raisonnée, j'ai rien contre les prompts, ça m'arrive aussi d'en utiliser, mais un prompt, il est difficilement reproductible parce que vous connaissez rarement tous les paramètres qui vont rentrer dedans. Vous ne savez pas exactement quels sont les éléments qui ont permis à votre prompt de faire une annotation, de faire une classification. Autre chose, ça, je ne l'ai pas mis, il ne faut pas oublier, les prompts ont une mémoire limitée. C'est-à-dire que si vous avez mis des paramètres tout en haut de votre prompt et que vous êtes à votre 30e ligne, il est possible qu'il en ait oublié une partie. Donc ça, c'est aussi problématique. Et la machine n'a aucun souci avec le fait de vous donner quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas valable. Vous pouvez faire une expérience, vous lui demandez dans votre champ, vous lui demandez, donne-moi les 10 références bibliographiques majeures du champ.
par commencer une biographie. Ça paraît pas très compliqué, hein. On se dit finalement, en parsant Internet, il pourrait trouver des choses. Je l'ai faite, cette expérience. Et il va vous donner des titres qui n'existent pas. Et il va être terrible, parce qu'il m'a donné des noms de collègues, avec des titres qui étaient possibles pour mes collègues. Je me disais, c'est très bizarre, je n'ai pas lu ce titre. Et si vous vérifiez, vous allez voir que c'est pas ça. Et si vous recommencez la même chose et vous lui reposez la question, vous allez voir que les 10 entrées ne seront pas les mêmes. Donc le problème, c'est que tout ce que vous allez faire ne va pas être reproductible. Donc voilà, l'IA, c'est bien, mais il faut comprendre ce qu'on fait avec. Il faut trouver des manières de l'utiliser qui continuent de respecter nos critères scientifiques d'explicabilité, de reproductibilité, etc. Alors, ça va, vous arrivez à lire. Moi, si j'essaie de lire là-bas, je n'y arrive pas. Ça, c'est pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut travailler en utilisant à plein d'étapes différentes de l'IA, mais en ayant des phases de publication de données, des phases de vérification, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis au point il y a pas mal de temps. Maintenant, je crois que c'est en 2021-2022. Donc, quand on s'est dit on va utiliser de l'IA pour faire de la reconnaissance automatique d'écriture, en fait, ça s'est mis dans un cadre plus large, un cadre de quelqu'un qui fait de l'édition de texte. Alors, je suis désolée, c'est orienté sur ma manière de travailler, mais on s'est imposé, en fait, de ne pas faire un outil tout en un, pour être bien capable d'avoir des étapes de vérification. Donc, dans un premier temps, on faisait des prédictions HTR en utilisant, alors je sais que vous allez avoir un atelier dessus, eScriptorium, avec le modèle Kraken. Il y a un autre outil qui est assez connu qui s'appelle Transcribus. Mais par exemple, pour les questions de reproductibilité, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un outil qui n'est pas open source. Donc le jour où Transcribus tombe, c'est fini. eScriptorium, ça tombe, mais le code est en ligne. Donc pourvu que quelqu'un ait assez d'argent pour faire une nouvelle instance, c'est possible de l'utiliser. À chaque phase, il y a des productions de données qui sont expliquées. Moi, je travaille sur des modèles de reconnaissance automatique d'écriture qui ne développent pas les abréviations. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais dans les textes qu'on trouve dans les manuscrits, encore plus en latin qu'en français, les mots ne sont pas écrits en entier. Il y a des abréviations. Et ces abréviations, elles posent plein de problèmes parce que des fois, elles fusionnent même des mots les uns avec les autres. Et en plus, les espaces dans la ligne, donc entre les mots, c'est quelque chose qui n'est pas complètement bien établi avant l'imprimerie. On part de la scripta continua pour arriver, avec l'apparition de l'imprimerie, à une vraie séparation des mots. Donc tout ça, ça pose plein de problèmes si vous voulez traiter automatiquement vos corpus. Et on avait très très peur qu'en faisant un outil tout en un, qu'on se mette à développer des abréviations d'une mauvaise manière, donc ça veut dire de créer des hallucinations, qu'on ne soit plus capable d'aller voir ce qui s'est passé en amont. Notamment, sur un mot, on va dire on peut s'en sortir. Mais imaginez que cela se produit sur les noms de lieux. Et que par exemple, vous avez la ville de Tours, T. développé Trèves. Bon, vous continuez, vous ne faites pas attention, vous faites de la notation automatique d'entités nommées. Pour derrière, faire un réseau des noms de lieux cités dans votre manuscrit. Et vous allez vous retrouver avec des choses complètement aberrantes. Et là, c'est assez dangereux, parce que du coup, vous allez vous trouver peut-être que la ville de Trèves est très extrêmement importante dans la vie de Saint-Martin de Tours. Bizarre. Donc voilà, nous, il y a une autre phase. D'ailleurs, cette deuxième phase, on travaille toujours dessus, on travaille toujours à l'améliorer, et comme ça permet de garder l'intégrité du texte, de développer ensuite, de pouvoir vérifier, filtrer, etc., si nécessaire. De la résolution d'abréviation, maintenant on a fusionné un peu tout ça. De la notation linguistique, là aussi, pour travailler avec une langue médiévale en ancien français où il n'y a pas beaucoup de données d'entraînement, l'utilisation des LLM n'est pas forcément pertinente. Donc j'utilise des modèles d'apprentissage machine qui sont d'ailleurs beaucoup moins coûteux en énergie et que je peux entraîner avec peu de données et qui permettent d'avoir une annotation sur les textes en ancien français qui atteint facilement les 90% de réussite. Et enfin, après, une phase d'éditorialisation du texte. Je vais vous l'expliquer après, mais à partir des prédictions automatiques de texte, on peut commencer à organiser en TEI. La TEI, vous en avez déjà entendu parler ? Text Encoding Initiative.
qui est un format reconnu dans la communauté scientifique, des gens qui vont réutiliser le texte pour commencer à organiser un peu le texte, rajouter les endroits où il y a des sauts de ligne, rajouter les endroits où il y a des changements de colonnes, peut-être à un moment réussir à repérer les rubriques pour couper automatiquement les textes, etc. Voilà. Et si en plus derrière on peut injecter la notation linguistique, c'est parfait. Cette chaîne-là, c'est la chaîne qu'on a mise au point, enfin qu'on a réutilisée pour un projet qu'on avait en partenariat avec la BNF. Donc comme quoi je travaille aussi avec les gens qui travaillent sur le patrimoine. Je ne sais pas si vous savez, la BNF, elle a une section qui s'appelle le Data Lab. Le but, c'est d'inviter des chercheurs à proposer des solutions pour valoriser leur collection. C'est un projet qui s'appelle Gallic Corpora, sur lequel j'ai travaillé avec un collègue qui s'appelle Simon Gabé. Et l'idée, c'était comment valoriser les numérisations de Gallica en rajoutant le texte qui va avec la numérisation. Et en fait, c'est la pipeline qu'on a proposée. Bon, aujourd'hui, elle est encore relativement expérimentale et difficile à appliquer à l'échelle de Gallica. Mais voilà, c'était une proposition de traitement des textes avec des vérifications de qualité. Et par exemple, après, sur la mise en œuvre, il y a plein de questions. Est-ce qu'on fait tourner le modèle d'HTR pour chaque lecteur qui clique sur une page et qui veut avoir la page retranscrite? On s'est dit que c'était bien trop coûteux. Ou est-ce qu'à l'inverse, la BNF applique de son côté la pipeline et après met à disposition la TI pour chacun des textes avec des campagnes de vérification, etc. Ce qui me semblerait être le plus judicieux d'un point de vue d'une diffusion de données qui soient vérifiées et dans lesquelles on puisse avoir confiance. Autre chose, le fait d'avoir accès aux outils numériques, à l'IA. Je suis désolée, moi je peux difficilement enlever les deux parce que forcément j'utilise l'IA pour faire des choses qui soient pertinentes. Ça permet de mettre à disposition des textes avec plus de volume, plus de relief que ce qu'on pouvait faire avec du papier. Quand je me suis lancée dans l'édition numérique, vraiment le but c'était de faire des éditions que je ne pouvais pas faire en papier parce que on est limité par la place, c'est compliqué. Donc là, ça permet, si jamais je veux éditer un texte, de donner à mon lecteur ce que j'appelle un texte stratifié et de redonner à la transcription sa place. Il faut savoir, par exemple, pour les linguistes, c'est extrêmement difficile de travailler sur un texte édité parce que l'éditeur, quand il a un texte, il va venir développer les abréviations, il va venir normaliser certaines graphies. Par exemple, il n'y a pas d'apostrophe, tout simplement. Il va rajouter les apostrophes nécessaires, il va rajouter des accents pour faciliter la lecture du texte, il va rajouter une ponctuation. La ponctuation médiévale, on ne peut pas la laisser telle quelle, ce n'est pas compréhensible. Donc ça veut dire que si un linguiste fait une étude linguistique sur un texte édité, il y a un biais, qui est le biais de l'éditeur moderne. Alors que là, aujourd'hui, vu qu'on peut tout mettre à disposition, il peut travailler directement sur le fichier qui sort de la reconnaissance automatique d'écriture. Et là, je peux commencer à faire un feuilleté. Je peux proposer le texte tel qu'il sort du manuscrit, le texte normalisé, le texte annoté et mon texte prééditorialisé et enfin, à terme, le texte éditorialisé. Et si ça, on peut le voir en couche d'établissement de texte, on peut aussi le multiplier aujourd'hui avec la reconnaissance automatique, le faire pour chaque témoin. Ce qui n'est pas possible. Dans une édition, si vous êtes en latin, vous avez l'établissement du texte qui sera le plus proche du texte de l'auteur. Et si vous êtes sur des langues vernaculaires, on va rester assez proche de la matérialité d'une source. Donc on va éditer le texte d'un manuscrit et donner les leçons divergentes en bas, ce qu'on appelle la paracritique. En papier, c'est difficile en fait de vraiment comprendre la source, etc. Et par exemple, pour les langues vernaculaires, il y a des choses qu'on ne peut pas rendre, comme les modifications de graphie. À nouveau, je suis linguiste, j'aimerais comprendre, je ne sais pas moi, pour le roman de la Rose, la différence graphique entre les premiers manuscrits et les derniers manuscrits. Ça, je ne peux pas le faire aujourd'hui avec des éditions. Alors que si je commence à mettre... Bon, le roman de la Rose, ce serait beaucoup de travail quand même, mais disons sur un texte qui aurait moins de témoins manuscrits, voilà, je peux commencer à donner à lire, etc. Mais si je donne à lire sans expliquer et que je laisse mon lecteur dans une jungle informationnelle, ce que je peux complètement faire avec de l'IA, ça ne devient pas un accès simplifié aux sources, ça devient noyer mon lecteur. Donc voilà, on est encore là, comme je dis, pour organiser, diffuser l'information. On a aussi un rôle pédagogique en fait, à jouer avec ces documents qui, aujourd'hui, peuvent être traités de manière automatique, mais doivent continuer et surtout doivent toujours être accessibles à des experts, à des étudiants, à des gens simplement intéressés. Alors, j'ai pas mal parlé de reconnaissance automatique d'écriture.
Je vais en profiter pour faire un petit point, vous expliquer, c'est bien, ça vous fait une introduction à Scriptorium en même temps. Donc vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs termes, j'ai utilisé HTR. HTR c'est pour Handwritten Text Recognition, et ici j'utilise ATR, c'est Automatic Text Recognition. C'est simplement que depuis une dizaine d'années pour sûr, en fait c'est la même technologie qu'on utilise. Aujourd'hui, que ce soit pour reconnaître du manuscrit ou pour reconnaître de l'imprimé, on utilise vraiment le même système d'IA d'apprentissage machine. Alors, qu'est-ce que ça fait, la Terre? Ça prédit du texte, on appelle ça une prédiction, la transcription automatique, parce que c'est une prédiction statistique. L'ordinateur vous dit, au sein de cette ligne, voici les caractères qui sont de manière la plus probable, ceux qui sont sur l'image. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous partiez d'une source d'une image. Cette image, c'est extrêmement important, sa qualité de départ est extrêmement importante. C'est-à-dire que si vous voulez appliquer cette technologie sur quelque chose que vous avez pris très rapidement avec votre téléphone portable, ça ne marchera pas. C'est pas qu'en soi cette technologie ne marche pas, etc. C'est qu'elle est utilisée normalement sur des numérisations professionnelles. Et de là, vous avez déjà une différence avec des technologies comme Google Lens, etc., qui marchent très bien sur des panneaux de signalisation, sur des menus de restaurants, etc., même si vous utilisez des images de mauvaise qualité. Pour ce qui va marcher sur du manuscrit, ça ne sera pas vraiment le cas. Peut-être que ce que je vous dis, ça ne sera pas vrai dans 20 ans, mais aujourd'hui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner une intelligence artificielle, mais c'est toujours l'humain qui l'entraîne. Si l'humain l'entraîne n'importe comment, l'intelligence artificielle donnera des réponses qui n'ont aucun sens. Et quand j'ai commencé à faire de la reconnaissance automatique d'écriture en 2019 à peu près, il n'y avait pas de modèle à utiliser comme ça. Donc ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait transcrire le manuscrit, donner les lignes. Donc c'est à la ligne, donc donner les lignes alignées aux images une par une, entraîner un modèle, puis là on n'était pas très satisfait. Donc on reprenait les prédictions du modèle, on les corrigeait, et puis comme ça, petit à petit, on augmentait le corpus d'entraînement jusqu'à temps d'obtenir des résultats satisfaisants. À l'époque, autant dire, c'était impossible de penser qu'on allait entraîner un modèle capable de lire plusieurs mains, capable de lire plusieurs manuscrits, capable de lire un manuscrit dans différentes langues et capable de lire différents types d'écriture. Mais aujourd'hui, c'est possible. J'y viendrai plus tard. Mais alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça me permet de produire mon édition plus rapidement, potentiellement de donner accès à plus de témoins manuscrits. Ça peut permettre de valoriser des collections du type Gallica, qui pourrait rajouter son texte, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit capable de lire un manuscrit. Ça peut permettre de diffuser des textes qu'on puisse après parser, parce qu'on ne peut pas parser une image. De là, on va pouvoir donner un accès à la culture qui sera plus large, et notamment, dans le cas des textes vernaculaires, c'est relativement intéressant parce qu'il n'y a pas d'édition de la plupart de ces textes. Donc, la plupart des textes, personne ne peut les lire aujourd'hui. On pourra, par exemple, vérifier des faits textuels de manière exhaustive. Moi, pendant ma thèse, une des choses qui m'a beaucoup frustrée, c'est l'atlas linguistique de Dess sur l'ancien français. Il explique que dans certaines régions, il y a des faits linguistiques qui apparaissent. Par exemple, dans certaines régions, le mot saint, il est écrit plus souvent S-E-I-N-T, et puis dans d'autres régions, S-A-I-N-T. Je me dis, c'est très bien, je vais faire un profil statistique de mon texte pour pouvoir plus facilement dire où est-ce qu'il a été composé, en sachant que c'était compliqué parce que j'ai l'extrait des copies des auteurs, etc. Puis je me rends compte que j'ai un profil qui est un peu aberrant. Et je me dis, c'est bizarre, ça vient un peu de partout et tout, ça fait pas trop sens. Puis après, je suis allée vérifier les sources utilisées par Dess. Pour un phénomène linguistique, des fois, il n'y avait qu'un document enregistré. C'est pas assez. L'idée est superbe et c'est un très très bon outil. Et je pense que c'est un outil qui mériterait d'être augmenté aujourd'hui et d'être augmenté en ligne pour vraiment maintenant aller avoir des démonstrations linguistiques sur des grands corpus. Et de là, on peut commencer à faire de la lexicométrie sur ces textes. On peut aller faire de la stylométrie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. La plupart des textes sur lesquels je travaille sont anonymes. Certains ont un auteur. Et parfois, j'aimerais bien savoir si parmi tous les textes anonymes que je rencontre, il n'y en a pas certains qui seraient de mon auteur. Et tout simplement, qui n'auraient pas été attribués pour l'instant. Donc voilà, ça ouvre plein de perspectives de recherche à condition de maîtriser son corpus. Aujourd'hui, d'un point de vue technique, la reconnaissance automatique d'écriture, c'est parfaitement maîtrisé. Il n'y a aucun problème technique à pouvoir atteindre 98% de réussite sur une reconnaissance automatique de texte. Si vous voyez 100%, c'est qu'il y a un problème.
c'est pas possible. Sur du manuscrit, c'est qu'il y a un problème dans le calcul des résultats, tout simplement parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas discernables. Hein. Le U, le N, parfois, c'est pas discernable. Parfois, il y a des jambages, on ne sait pas. Parfois, il y a un petit lettre suscrite un peu trop haut, un petit signe un peu trop bas, et du coup, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, si vous allez dans des conférences du type Digital Humanities, Humanistica, la conférence de la TI, vous allez voir que il y a bien 50% des corpus dont la première phase, c'est de l'acquisition automatique de texte. Mais il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que je vous dis, c'est un outil formidable, ça marche très bien. Et vous allez l'essayer sur vos sources et vous allez me dire, ça ne marche pas du tout. J'irai beaucoup plus vite en transcrivant moi-même. Pourquoi ? Tout simplement parce que le résultat du modèle que vous allez utiliser, déjà, il va être dépendant du fait que vous utilisez un modèle qui soit adapté à vos sources. Donc, si jamais vous travaillez sur des écritures notariales du XVIIe, XVIIIe siècle avec un modèle pour les manuscrits médiévaux, ça ne va pas marcher. Je suis désolée. Du coup, vous êtes dépendant des données qui ont été produites par la communauté à laquelle vous appartenez. Les transcriptions automatiques ne vous donnent pas une vérité unique, elles vous donnent des probabilités et elles sont forcément imparfaites parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne marchera pas. Donc voilà, il faut faire attention. Là, je vous donne un exemple. C'est un des premiers modèles de reconnaissance automatique d'écriture que j'ai entraîné en 2021, sauf qu'il a été entraîné uniquement sur un manuscrit du XIIIe siècle, qui est un manuscrit BNF-FR 412, si vous voulez tout savoir, et je l'ai testé sur un manuscrit du XVe siècle. Forcément, il n'est pas adapté, et du coup, il n'y arrive pas du tout. Hein. Il est écrit par moult divers et strange, et je vois moyens, et vous voyez que la transcription qu'il y a en dessous, c'est pas du tout ça. Donc voilà, si vous n'utilisez pas le bon modèle, ça ne marche pas. Le problème, c'est que c'est bien gentil de me dire d'utiliser le bon modèle, mais si je travaille avec des documents historiques, je me retrouve à travailler avec des choses aussi différentes que ça, avec des écritures aussi différentes que ça, avec des conditions de conservation aussi différentes que ça, avec des mises en page qui sont différentes. Il faut savoir que la mise en page, ça peut vraiment conditionner aussi vos résultats. Si par exemple, vous avez dans les marges des écritures humanistes bien plus tardives que l'écriture du Moyen-Âge que vous avez au milieu, ça ne va pas marcher pour ce qu'il y a dans les marges. Donc voilà. De là, on s'est lancé dans un grand projet qui s'appelle Catmus, sur lequel je vais revenir, qui est d'essayer de produire ce qu'on appelle un modèle générique, alors qui ne va pas être capable de travailler avec de l'arabe, du latin et du grec, on ne va pas rêver, qui est capable de travailler avec des documents du Moyen-Âge en alphabet latin. Et pour faire ça, en fait, comme le dit Tobias Odell, la clé, c'est d'avoir des données d'entraînement qui soient bien préparées. Et de là, on a fait ce qu'on appelle de la modélisation de données, pour créer des données qui soient homogènes. On soit sûr que tout le monde les produise bien de la même manière. Et pour permettre en fait, de mutualiser nos efforts, on s'est regroupé à plusieurs projets différents pour faire en sorte que nos données elles fonctionnent bien ensemble. Et pas se retrouver dans le cas du monsieur qui poste ça sur Twitter. Il dit « Je suis en train d'utiliser le modèle pour l'espagnol médiéval de Transcribus. » Alors, je ne suis pas très gentille avec Transcribus. C'est pas du tout objectif de ma part. C'est parce que j'ai travaillé au développement du Scriptorium pendant mon postdoc. Donc, on va dire que c'est un moment, mon métier, c'était d'animer la communauté de médiévistes qui utilisait Scriptorium. Donc voilà, je suis désolée, mais Transcribus était là avant et c'est certainement grâce aussi à Transcribus qu'on en est aussi loin parce que ça a permis d'avoir des financements, etc., que les gens croient un petit peu dans leur connaissance automatique d'écriture. Bon, il utilise ce modèle, il n'a pas conscience parce que ce n'est pas donné de quelles sont les données d'entraînement qui ont permis de faire les prédictions. Et en fait, il se retrouve, je ne sais pas si j'appuie sur un petit truc, j'ai peur de tout éteindre. Voilà. Il se retrouve là avec une transcription du Q avec tilde de plein de manières différentes. Puis là, il y a des petits objets bizarres. Des signes $, il n'y en a pas dans les manuscrits médiévaux. Donc c'est certainement une sorte d'annotation de type balise. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des données très diverses, de plein de projets divers qui ont été regroupés ensemble, qui font que maintenant, les prédictions du modèle, elles ne sont pas homogènes. Et elles sont difficilement compréhensibles. Et donc, elles vont être difficiles à annoter et elles vont être difficiles à exploiter. Donc voilà, nous l'idée, on s'est dit on va garantir un petit peu les résultats, histoire de ne pas se retrouver dans cette même issue. À ce moment-là, j'ai de la chance, j'étais en train de faire un post-doctorat à l'École nationale des chartes, donc on a pu mettre en place un séminaire avec pas mal d'archivistes paléographes pour réfléchir à la meilleure manière de créer un jeu de données
qui garantissent la compatibilité. Et de là, ça, c'est vraiment pas facile, qui trouvent un équilibre entre la faisabilité, être sûr que toutes les personnes qui vont transcrire soient capables de transcrire de la même manière, donc pas être obligé de travailler avec des paléographes experts qui, de toute façon, ne voudront pas faire autant de vérité de terrain pour de la reconnaissance automatique d'écriture. Le fait que les choses soient cohérentes au niveau du système complet et de produire quelque chose qui ne soit pas orienté que vers mes petites recherches, mais qui permette aussi bien à des linguistes, à des paléographes, à des philologues de travailler avec ce qui sera produit. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement difficile à faire, c'est que la part des gens qui sont intéressés dans cette technologie-là, c'est des philologues, c'est des éditeurs de texte. Et c'est très difficile de faire comprendre que la sortie d'HTR, ce n'est pas une édition et ce n'est pas le but. Ils ont envie de ce fameux outil tout en un que j'ai déconstruit dans le protocole de chaîne d'acquisition que je vous ai montré avant, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc voilà, on a défini un niveau de granularité, de détail, dans la transcription du corpus. Par exemple, là, il y a écrit de la vertu. Je peux décider de le représenter uniquement avec des caractères qui sont ceux sur vos claviers, Unicode, ou alors je peux venir représenter toutes les variations de forme des textes, notamment ici, vous avez un très joli R rotonda. Il est beau, là. Le problème, c'est que si on se focalise là-dessus, on n'arrive pas à produire assez de données de terrain et tout le monde n'est pas d'accord dans les transcriptions. Et il y a un projet qui est déjà un vieux projet d'édition numérique de Peter Robinson, notamment, qui dit on a essayé de faire ça sur nos documents médiévaux. On était tous des experts. Ben, on a fini par faire plein d'erreurs dans notre transcription parce qu'on s'est complètement focalisé sur la forme des lettres et on a complètement oublié le sens du texte. Donc autant dire que quand on est sur des projets de recherche où en réalité une partie de la production des données est effectuée par des étudiants en vacation, il vaut mieux réfléchir de manière pragmatique et simplifier tout en faisant en sorte que ça reste quand même scientifiquement valide et réutilisable. Donc de là, on a choisi un jeu de caractères. On a choisi aussi des caractères pour représenter les abréviations. On a essayé de trouver un équilibre pour représenter les abréviations entre ce à quoi elles servent et ce à quoi elles ressemblent. Et on a documenté tout ça, et j'ai toujours pas fini de documenter tout ça. Hein. Les guidelines sont toujours en discussion, en mise à jour, parce qu'elles ont commencé pour l'ancien français, elles ont été augmentées pour le latin, puis aujourd'hui on travaille avec du haut-allemand, avec de l'anglais médiéval, etc. Et à chaque fois qu'on introduit une nouvelle langue, à nouveau, il y a des réflexions. Et puis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on utilise ces guidelines, on réfléchit à une meilleure représentation des abréviations, par exemple. Parce qu'au départ, vu que ça a été pensé pour le français, ça a été relativement simplifié. Du coup, on représente les lettres par une forme standard, qui est celle que vous trouvez sur votre clavier. Les lettres ramies, c'est-à-dire les U, les V, les I et les J ne sont pas distinguées, parce que tout simplement, ce sont aussi différentes formes d'une même lettre. Hein. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de distinction entre le U et le V, le I et le J. La distinction, elle va être plutôt positionnelle et elle n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on mettra plutôt un V au début d'un mot et plutôt un U à l'intérieur. Et aussi, la ponctuation médiévale, c'est très compliqué. Il y a plein de signes différents. Le point, il peut être à plusieurs hauteurs sur la ligne, etc. Donc, pour ce qui est de la représentation du point, on a fait point simple, point double. Et puis voilà, c'est le plus compréhensible. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans le corpus, intégralement documenté au niveau des métadonnées du corpus d'entraînement, on a des écritures aussi différentes en allant du 8e au 15e siècle. Vous voyez, on a même rajouté des incunables, parce que vu que c'est copié sur les caractères des manuscrits médiévaux, ça a permis de donner une bonne régularité au modèle pour apprendre, et ça lui a permis d'apprendre beaucoup mieux. Donc voilà, ce fameux projet, c'est Catmus. C'est un projet international. On aime beaucoup les chats. Et c'est 17 équipes différentes qui travaillent ensemble. C'est plus d'une vingtaine de jeux de données qui ont été alignés et qui suivent rapidement, elles sont plus longues que ça, les guidelines que je vous ai présentés. Il y a un jeu de données qui est sur Hugging Face que tout le monde peut réutiliser, que ce soit pour entraîner un modèle de reconnaissance automatique. Faut savoir que Catmus, c'est un projet qui va... Moi, je suis en charge du corpus médiéval, donc celui que je connais le mieux, mais qui va du Moyen-Âge à la fin du 19e siècle, voire le début du 20e. Donc, il y a aussi des modèles pour des documents plus tardifs. Il y a plus de 175 000 lignes alignées avec des images. C'est tout documenté. Vous avez différents articles, etc., qui expliquent notre démarche. Et n'importe qui peut réutiliser. Ça peut être aussi utilisé comme corpus de test pour évaluer des modèles. Et là, on est en train de mettre sur place une compétition,
dans le cadre, je ne sais plus de quelle conférence, je suis désolée, j'en fais trop, une compétition d'évaluation de modèles HTR, justement à partir de ce corpus-là qui peut servir de baseline pour vérifier si les modèles marchent correctement ou pas. À cette réflexion-là est adossé un principe de science ouverte. À chaque fois, on demande à ce que les dépôts soient mis sur GitHub ou GitLab et à ce que différentes métadonnées soient renseignées pour permettre la bonne réutilisation des données. Le format des données, il y a plusieurs formats de sortie de reconnaissance automatique d'écriture, la quantité de lignes transcrites, vu que la technologie marche à la ligne, c'est l'unité qui marche le mieux. Quels sont les outils de segmentation? Ça veut dire comment est-ce que la mise en page a été analysée, quel est l'outil qui a été utilisé. Derrière eScriptorium, la chose qui permet de transcrire, c'est Kraken, le moteur d'HTR. La langue du corpus, parce que bien sûr, la probabilité que deux lettres soient côte à côte dépend de la langue. Vous pouvez mélanger plusieurs langues, mais dans vos données d'entraînement, ça a un sens. La date, le type de document, le genre littéraire va jouer parce qu'il y a quand même des influences thématiques sur des mots qui vont revenir plus souvent. Il y a une sorte de modèle de langue qui se crée, un peu caché derrière le modèle de reconnaissance d'écriture. Le type de document, le type de script, etc. et vos guidelines. Et à côté de tous ces projets a été mis en place un catalogue pour répertorier toutes les vérités de terrain. Alors tout le monde ne s'y met pas, mais c'est un catalogue qui s'appelle HTR United, qui est en ligne et par exemple qui a reçu, je crois, en 2023 ou 2024, le prix de la science ouverte. Et depuis maintenant moins de 2 mois pour sûr, tout ça, tous ces efforts ont permis de mettre en ligne une plateforme qui s'appelle Comma et qui vous donne accès à la transcription automatique de près de 20 000 manuscrits en s'appuyant sur les collections disponibles sur Gallica, Icodicès, etc. Vous avez des métadonnées qui sont associées avec des scores. Aussi, on essaye d'évaluer automatiquement la précision des modèles. Alors, il y a des manuscrits qui sont mal retranscrits, mais qui peuvent toujours servir de base. Il y en a qui sont bien transcrits et que voilà, vous pouvez directement réutiliser comme vous voulez. En tout cas, c'est un accès que jusque-là, on n'avait pas. Et donc, ça s'appelle Comma. Vous pouvez aller en ligne, hein, ça y est, c'est en ligne, c'est accessible. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez dedans. Avec un peu de chance, peut-être qu'une des sources pour quelqu'un ici sera disponible. La prochaine phase de Comma, c'est de réussir à faire une sorte de normalisation des textes, toujours en feuilleté, en donnant toujours accès à la transcription, de permettre de faire de la limmatisation pour pouvoir faire du moissonnage plus efficace, à grande échelle, plus qu'une recherche plein texte. Mais ça, on a encore quelques années devant nous avant d'y arriver. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Je suis sortie un petit peu du Moyen-Âge parce que j'ai utilisé des recherches récentes et que je maîtrise pour vous montrer, puis facile aussi à expliquer. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Par exemple, pour des corpus si je ne me trompe pas ici, du XVIIe siècle, j'ai mon fameux collègue Simon Gavet, qui est très très intéressé par ces corpus-là et qui nous avons beaucoup discuté sur les guidelines ensemble, une sorte de fixette sur quand est-ce qu'on différencie les lettres ramistes ou pas. Quand est-ce que ça fait sens de les différencier? Et du coup, il a pu prendre des corpus au maximum, tout ce qui était sur Gallica, il me semble, et il a fait une transcription avec des modèles Catmus. Et après, vu qu'il est sur des corpus plus modernes, donc plus faciles à normaliser, il les a normalisés. Et après, il a comparé les deux transcriptions et établi des statistiques de quand est-ce que le texte produit par le modèle ne graphiait pas les choses de la même manière que le texte issu de la normalisation au niveau du U, du V, du I et du J. Et en fait, ça lui a permis de prouver que, il me semble que le point de source, il est quelque chose en 1670, qu'en 1670, il se passe clairement quelque chose. Là, les corpus sont relativement différents des corpus normalisés, et à partir de cette date, il y a une fracture avec une normalisation concrète de l'utilisation du U et du V, du I et du J. Des expériences qui aujourd'hui n'étaient pas possibles à cette échelle-là. Et on n'a aucun texte qui vient nous dire, à partir de ce moment-là, nous allons différencier le U du V, du I, du J. On a des choses de l'Académie française qui viennent
qui viennent en parler, mais il me semble que c'est pas du tout, c'est pas la même date, parce qu'on avait cherché ce genre de choses. Et donc là, il s'est passé quelque chose, certainement une guilde d'imprimeurs ou quelque chose, enfin, je sais pas. Et dans les textes, en tout cas, on voit un net point de rupture sur, aujourd'hui, un corpus qui est représentatif. Autre chose, par exemple, moi, je m'intéresse à mes fameuses compilations hagiographiques. Tout a commencé en 2019. Je travaillais sur le manuscrit 412 de la BNF et je voulais éditer un recueil hagiographique écrit par un auteur qui s'appelle Vaucher de Denain. Il y a un auteur avant moi qui avait largement prouvé que ces vies, qui étaient ensemble, ces 9 textes, allaient bien ensemble et étaient bien écrits par le même auteur. Et je me suis dit, avec mes collègues, Jean-Baptiste Camps et Thibaut Cléris, à l'époque on travaillait tous à l'école des Chartes, moi j'aimerais bien quand même vérifier que de la stylométrie, si ces textes ils sont vraiment de lui. Parce qu'il y en a certains, il y a ses signatures, puis d'autres, il n'y a pas. Enfin, c'est juste parce que c'est là. Et puis en plus, j'ai lu un super article de Paul Meyer, grand philologue du début du XXe siècle, qui a classé les légendiers, il a dit, dans les légendiers français, il y a une organisation bien particulière. Il y a une collection A avec les apôtres, une collection B avec les martyrs et une collection C avec tout ce qui reste. Et en gros, après, cette troisième partie du légendier, elle est réagencée. Donc en 2019, on se dit, on va tester les hypothèses de Paul Meyer et faire une étude stylométrique sur tout le manuscrit. Moi, je suis en thèse. Bon, pour l'instant, j'ai fait 50 folios du manuscrit. Je ne vais pas faire les 200 folios du manuscrit dans 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, on a commencé à utiliser de manière complètement exploratoire Kraken et Transcribus pour transcrire le manuscrit. Et en fait, on a utilisé mes données de thèse comme données d'entraînement. Puis on a aussi, j'avais donné en partiel, je crois, à mes étudiants de faire des transcriptions comme ça. Et on leur avait demandé l'autorisation, on avait réutilisé leur transcription. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était très important de bien toujours transcrire de la même manière. Et dans cet article de 2019 qu'on présente à la conférence des H, d'ailleurs, on a du coup le prix jeune chercheur, on arrive à montrer que oui, les hypothèses de Paul Meyer, d'un point de vue stylométrique, on retombe bien dessus, que oui, les vies de Vaucher de Denain, elles sont bien de Vaucher de Denain, elles sont bien ensemble. Mais tiens, c'est bizarre. Il y a une vie de Saint-Lambert de Liège qui est rapprochée de Vaucher de Denain. Je devais finir ma thèse, mais ça trottait dans ma tête. Je me disais, mais pourquoi c'est difficile de trouver des choses qui correspondent vraiment à son style dedans. Et enfin, en 2025, en fait, on a reproduit l'expérience, mais cette fois en utilisant Cadmus et en travaillant plus sur, je vous avais dit au tout début de la présentation, un modèle, un manuscrit en 2019. Aujourd'hui, modèle générique, plusieurs manuscrits. Et en fait, on a retenté l'expérience sur 10 manuscrits différents, appartenant à des familles de légendiers différentes, pour tester cette hypothèse. Il se trouve que dans 9 manuscrits, il y en a, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, effectivement, la vie de Saint-Lambert est bien rapprochée de Vaucher de Denain, ce qui m'invite quand même à poursuivre, parce que je ne peux pas avoir 10 faux positifs, statistiquement c'est peu probable, à poursuivre justement cette enquête et à éditer le texte précisément pour essayer de trouver des indices qui convaincront même mes collègues les plus réticents aux humanités numériques. Donc voilà, l'IA, bien maîtrisée, en fait, ça nous amène à faire plein de nouvelles choses. Quelque chose sur lequel je n'ai pas beaucoup parlé, c'est aussi, on revient à la matérialité du manuscrit. Vraiment à la manière dont les choses sont écrites sur les sources. On peut même analyser la mise en page. C'est la première phase de la reconnaissance automatique d'écriture. Pour moi, en tant que philologue, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça y est, la transcription n'est plus un objet privé qu'on ne partage pas, mais peut vraiment devenir un objet scientifique et prendre sa place dans des analyses qui soient au plus proches des corpus. On peut aussi maintenant représenter le texte de manière beaucoup plus riche, que ce soit en fonction de toutes les strates d'établissement du texte, qui maintenant ne sont plus cachées, ne sont plus faites dans un seul geste, mais peuvent être décomposées, mais aussi en multipliant l'accès aux différents témoins, en venant annoter, enrichir, mettre les noms de personnes, les noms de lieux, la notation linguistique qui permet une fouille beaucoup plus précise, et venir en fait produire des données qui soient exploitables par le plus grand nombre, c'est-à-dire des littéraires, des linguistes, des historiens, certainement des chercheurs en sciences computationnelles et plein de personnes à qui je n'ai pas pensé. De là l'importance de documenter au mieux ces données, ne pas penser que les choses sont évidentes pour les autres. Voilà, donc c'est une ouverture des possibles à condition de bien organiser tout ça, de bien diffuser tout ça et de ne pas être noyé sur un flot d'informations qui ne soit plus vérifiable. Donc voilà, aujourd'hui, moi, l'IA, elle accélère mon travail,
Elle me permet de couvrir beaucoup plus de texte que ce que j'aurais pu faire avant, de produire du texte en masse, qui soit interrogeable, mais aussi, vous avez vu, avec Commun maintenant, qui soit partageable et réutilisable. Pour réussir à faire tout ça, en fait, il faut mettre en place des standards. Alors ça, c'est beaucoup moins drôle, hein. Des vocabulaires contrôlés pour être sûr qu'on utilise bien tous les mêmes termes pour les mêmes choses. Des normes de transcription, et parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver tout seul. Bon, là, vraiment, il y a la nécessité de mettre en commun un maximum de choses. D'ailleurs, il n'y a pas que les données à mettre en commun, il y a aussi les compétences. On n'est plus capable aujourd'hui de tout maîtriser, de maîtriser tous les outils. Donc souvent, vous avez vu, c'est rare les articles publiés à un seul nom. On se met à plusieurs pour y arriver. Et voilà, peut-être essayer de changer un peu nos champs, mais moi, je ne le vois pas comme une rupture, je le vois vraiment comme réutiliser tout ce qu'on sait du passé, réussir à le modéliser correctement pour aller plus loin, mais pas pour aller contre, pas pour effacer, vraiment avancer selon une manière raisonnée. Voilà, merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup Ariane pour cette exploration des manuscrits médiévaux et le lien avec la science ouverte aussi, et l'importance de documenter ces modèles pour rendre l'IA explicable. Est-ce que certaines et certains d'entre vous ont des questions ou des demandes de précision ou... Alors, Merci Ariane pour cette présentation. Il était peu question de la qualité des données dans ta présentation, c'est-à-dire on a bien vu que pour entraîner les modèles, les données doivent être de qualité, mais je me demandais si la vérification de la qualité des données intervient aussi dans ton process de pipeline, en fait, que tu nous as montré à quelle étape, et dans quelle mesure, voilà, comment vous procédez. Plus théorique que réellement mise en pratique. Par contre, sinon, on travaille... si j'utilise ça, par exemple, je ne l'ai pas tout à fait utilisé pour ma thèse parce que ce n'était pas mûr, mais là, pour les textes sur lesquels je travaille, de toute façon, en tant qu'éditrice, je vérifie à la main à chaque fois. Donc, on a l'interface Descriptorium, elle permet de relire les données très facilement. De la même manière que toutes les données qui sont arrivées dans Catmus, en fait, pour chaque production de données d'entraînement, il y a un régulateur, donc un expert du projet, qui relie l'intégralité de toutes les données. Donc soit c'est fait de manière manuelle, soit on a aussi un outil qui est fait à base d'une IA de classification, mais là qui ne va pas vraiment pouvoir donner un score très très précis, qui va plutôt donner une appréciation. Alors derrière, le problème c'est qu'il y a LLM pour l'instant. Et en fait, il va comparer la transcription qui est donnée avec ce qui est possible du texte à l'aide de dictionnaires, en fait, et pour le latin notamment, de textes existants, etc. Vu que le latin est plus stable que l'ancien français, ça marche un peu mieux qu'avec l'ancien français. Donc voilà, là on a des zones de vérification. Pour la lématisation, il y a des vérifications manuelles, en fait, tout simplement. À certains moments, on prend les données et puis on transcrit à la main, puis on vérifie. En fait, il y a des carottages. Et du coup, c'est... Et pour la segmentation, on la vérifie, ça j'en ai peu parlé, mais pour l'analyse de la mise en page, aujourd'hui c'est encore une partie qui ne marche pas très bien. On utilise d'autres technologies en amont, donc elles sont un peu plus compliquées, mais quand même, on vérifie, là pour le coup on vérifie tout à la main. Et notamment, moi ça m'a joué des mauvais tours sur des expériences qu'on a dû laisser tomber parce qu'il y avait des problèmes. Donc en termes de projet, c'est de la vérification aléatoire manuelle. En termes de quantité, en fait, ça dépend ce qu'on fait. Si on fait une édition, de toute façon, il va falloir ponctuer, etc. Donc, c'est de la vérification intégrale manuelle. Sinon, c'est du carottage. Sinon, c'est des algorithmes de classification, en fait, qui vont permettre de dire, bon, là, ça fait aucun sens, en fait. Les enchaînements de caractères, ils sont pas possibles dans cette langue, donc c'est très mauvais. Ou là, oui, les enchaînements de caractères font sens et c'est très bon, etc. C'est ce qui est fait. Je ne sais pas si je réponds à... Après, c'est à chaque projet d'avoir ces évaluations aussi. Hein. Après, il y a des gens qui font du crowdsourcing, de vérification de données. Le problème du crowdsourcing, c'est qu'il y a l'engouement du début de projet, puis après, ça a tendance à retomber comme un soufflet.
Et du coup, juste les usagers de ce système que tu nous as présenté, là, 4, je sais plus, voilà, ils ont la possibilité de corriger en fait les sorties des données. Non, Catmus, c'est vraiment un modèle de prédiction, donc il ne corrige pas. Okay. Après, alors nous, c'est notre point de vue. On ne veut pas de normalisation, on ne veut pas de correction de la langue, parce qu'on a peur des hallucinations et qu'en fait, des erreurs dans les documents, il y en a. Faut savoir que ce n'est pas du tout la voie qu'a pris Transcribus. Transcribus fait d'autres types de modèles. D'ailleurs, ils ont récupéré nos données pour entraîner leur modèle. Mais peu importe, elles sont libres, ils les citent. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils adossent derrière le modèle un LLM qui fait de la post-correction, lui, et de la normalisation. Sauf que là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du keyword spotting, aller chercher des mots dans un grand corpus, pourquoi pas. Finalement, s'il y a des hallucinations au niveau du texte, c'est pas très problématique. Par contre, si après vous voulez faire quelque chose pour vraiment éditer le texte ou des études linguistiques, là, ça pose problème qu'il y ait des hallucinations sur le texte. C'est deux approches complètement différentes. Nous, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de normalisation. Par contre, sur Comma, c'est cette fameuse classification. Les scores, ils sont prédits un peu comme ça par un système fin de classification. Il y a un article, c'est Thibaut Cléris qui s'occupe de cette partie de la pipeline. Moi, je produis les données, je fais les normes de transcription. On se partage aussi les différents aspects de la chaîne. Merci pour la présentation. J'avais une question, enfin c'est plutôt une question. Enfin, je vais vous demander si vous connaissiez le projet Lettres en Lumière. Pour les autres, c'est un projet qui justement vise un petit peu comme votre projet c'est une plateforme qui ossérise des textes anciens du XVIIe siècle. Mm-hmm. Et eux, ils utilisent une IA et ils ont le modèle d'IA Qwen. Et voilà, je voulais savoir quel modèle vous utilisez, juste pour être sûr. Et voilà, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce projet-là? Alors, nous, on n'utilise pas un modèle clé en main. On utilise des outils d'apprentissage machine. Ça veut dire qu'en gros, nous, on a juste l'algorithme pour entraîner. Et en entrée, il a des données sur lesquelles on a pleine maîtrise, qui sont les données qu'on produit dans le cadre de Catmus. Donc nous, on utilise des modèles qui sont faits par l'engin d'HTR Kraken. Est-ce que ça répond? Mais du coup, ce n'est pas une IA avec un LLM derrière. Ce qui est très problématique pour les textes du Moyen-Âge. Parce que les LLM, autant sur une langue comme le XVIIe, on va commencer à aller sur une langue moderne, les LLM, ils sont massivement entraînés par les données qu'il y a sur Internet. Les données qu'il y a sur Internet, c'est les langues modernes d'aujourd'hui. Et c'est des langues différentes, en fait. Du coup, on va avoir des textes qui vont être largement modifiés. Pour vous donner un exemple, quand on a fait l'étude en 2025 pour Vaucher de Denain, on a dû faire de la stylométrie sur des sorties brutes d'HTR. À la base, nous, on voulait quand même les matiser, etc. Notre outil de normalisation et développement des abréviations, il n'est pas encore prêt, parce qu'on n'a pas encore assez de données, il faut encore qu'on travaille dessus. Donc, on a tenté plusieurs LLM, dont Llama, si je me souviens bien, pour faire de la normalisation. Il y a des morceaux, ça marche bien. Mais alors, il y a des morceaux, il m'a parlé de l'ancien français de Robin des Bois. Enfin, c'était vraiment des choses complètement folles. Et puis, à un moment, il m'a même inventé des titres d'œuvres. Il s'est particulièrement focalisé sur Marie et Jésus-Christ, parce que ce devaient être des données qui devaient être extrêmement présentes. Mais il y a vraiment des bouts de texte qui n'avaient plus rien à voir. Donc, c'est vrai qu'on est relativement réticent, en fait, aujourd'hui, à l'utilisation de ces LLM. Il y a un autre chercheur qui a remarqué ça pour le grec et le latin, qui s'appelle Matteo Romanello. Vous pouvez aller voir, il y a des articles de sa part sur l'utilisation des LLM sur les langues anciennes. Merci, c'est vraiment passionnant. Merci pour cette présentation. Vous avez insisté sur les continuités dans la philologie, c'est-à-dire que vous arrivez même à vérifier des questions posées au XXe siècle à travers... Est-ce que vous identifiez aussi des ruptures dans le travail philologique à partir de ces entreprises de numérisation? Est-ce que vous identifiez de nouvelles pistes Et une autre question sur les formes de médiation, de valorisation des manuscrits, par exemple sur Gallica. Est-ce que
voilà, il y a une réflexion sur où est-ce qu'il y a de nouvelles formes de médiation, de valorisation des manuscrits qui sont possibles, rendues possibles par ce travail. Moi, j'avoue qu'une fois que Gallicorpora a été clos, je suis repartie à mes légendiers. Je sais qu'ils continuent à énormément financer la production de données pour avoir des modèles, et que je suppose qu'en 2022, les modèles génériques, qu'on appelle comme ça, n'étaient pas encore assez performants. Ils ont financé toute une partie de Catmus. On doit beaucoup et à Biblissima et au Data Lab de la BNF. Donc pour l'instant, ils financent l'amélioration des outils. Je crois que malheureusement, il n'y a pas les forces nécessaires aujourd'hui pour la mise en place d'une reconnaissance automatique d'écriture des collections manuscrites. Notamment pour ce fameux contrôle qualité. Parce que je pense que s'ils souhaitent le mettre un jour sur le site, il faut que quelqu'un vérifie au moins de manière aléatoire 10% du corpus. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un défaut de moyens humains. Et après, l'accès aux serveurs de calcul, ils pourraient toujours faire des partenariats, ils ne les ont pas non plus. Donc ça demande d'externaliser la chose. Pour l'instant, ils sont encore dans l'amélioration des campagnes de numérisation, notamment l'amélioration de la mise en ligne des microfilms. Je sais que ça, on en avait discuté parce que du coup, nous, les numérisations couleurs, ça marche quand même beaucoup mieux que les microfilms avec des tâches et des problèmes de niveau de grille. Donc voilà, ça, on est là. Et j'ai oublié la première question. Sur les continuités, je pense que c'est extrêmement important en tant que philologue de rester en contact avec cette technologie-là et de ne pas laisser ça aux mains uniquement des mathématiciens, informaticiens, etc., parce qu'ils ne comprennent pas le texte comme nous. Et à chaque fois, ça demande de réexpliquer, etc. Mais on ne peut pas le laisser qu'aux philologues parce qu'on ne sait pas faire. Donc voilà. Donc vraiment, l'idée, ça serait de travailler ensemble. Sur les ruptures, je dirais qu'il y a beaucoup de choses dans la pratique philologique qui relevaient du brouillon, du cachet, de pas vraiment de prêter le flanc à certaines choses. Et là, pour moi, le numérique, ça va amener à une transparence totale sur l'établissement du texte. Parce que tout est vérifiable aujourd'hui. On peut retourner à la numérisation. Et là, cette notion de transparence, je pense qu'elle change les choses. Même au niveau de la collation, je pense dans la part critique, on peut quand même cacher pas mal de choses. Là, on a une transparence plus grande. On peut faire aussi des degrés de collation qui vont beaucoup plus loin. Quand on compare deux manuscrits, on s'intéresse essentiellement, parce que sinon il y a trop de choses à signaler, aux choses qui modifient le sens du texte. Donc vraiment, quand il y a un mot qui est remplacé par un autre, etc. Mais par exemple, tout ce qui est de la variation linguistique, par exemple, de la variation du mode d'un verbe, de la personne, du pluriel, etc., c'est des choses qu'on n'a notées pas. C'est des choses aujourd'hui qu'on peut rajouter, etc. Donc vraiment, il y a une possibilité d'enrichissement qui est en rupture, ça qui n'était pas possible jusque-là, et aussi une transparence totale sur l'établissement du corpus, hein, parce que maintenant, c'est complètement facile d'aller voir. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à vivre aussi pour certains chercheurs. Et aussi le rythme de publication. C'est vrai que jusque-là, on était habitué à finir son édition, publier tous les articles qu'on avait à publier, et après la faire sortir, histoire d'être bien... d'avoir la primauté du sujet. Aujourd'hui, avec les questions de sciences ouvertes, etc., c'est un agenda qui n'est plus vraiment compatible. Donc, il va falloir accepter de laisser sortir les textes plus vite. Ça, pour moi, c'est une vraie rupture. Et c'est aussi une autre manière de penser la recherche. C'est un peu en écho de ce que vous venez de dire. Mais est-ce qu'il y a quand même des phénomènes d'ordre linguistique ou graphique sur lesquels l'IA se casse encore les dents? Vous nous avez dit la mise en page, c'est encore compliqué. Ouais. Elle n'est pas très performante. On voit l'ostérisation et la reconnaissance des caractères, 99%, je crois. Hein, j'ai cru qu'on entende. Ouais. Voilà. Mais par exemple, sur la langue telle que vous la travaillez, donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des phénomènes où, en gros, elle donne pas ses promesses, quoi? Après, c'est comme de tout, hein, c'est comment est-ce qu'elle a été entraînée. S'il y a une communauté active qui a fait les données d'entraînement pour entraîner, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Mais encore, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas travaillé. Il y a eu des essais de classification automatique des écritures. Par exemple, il y a un article
de Dominique Stutzman et Mike Questemont sur la question. Donc, a priori, ça a marché. Mais ce n'est pas du tout la même classification que les nôtres. La machine, a priori, elle ne classe pas les écritures comme nous. Elle n'a pas les mêmes critères. Donc ça, c'est est-ce qu'elle se casse les dents ou est-ce qu'elle pense différemment. Il y a cette question-là. Il y a des choses qui sont encore difficiles d'un point de vue technique, c'est les langues avec beaucoup de signes diacritiques. L'IA, elle ne peut pas très bien fonctionner sur des langues qui sont difficiles à représenter d'un point de vue informatique. Aujourd'hui, représenter le grec ancien ou l'arabe, c'est compliqué. Donc c'est des communautés qui ont encore peu d'outils pour travailler aujourd'hui. Et ça, on travaille avec des équipes justement pour développer des modèles pour le grec ancien et pour l'arabe. Mais vu qu'il n'y a pas de set Unicode de représentation des caractères complètement bien établis, eux, c'est compliqué en fait, encore de travailler. On a encore du mal à traiter les documents abîmés, les documents brûlés, etc. On a de l'imagerie spectrale, hein, je ne dis pas, mais ça marche, hein, ça commence à balbutier. Je ne sais pas si vous avez vu sur les papyri d'Herculanum, par exemple. Sans les dérouler, on arrive à aller chercher les écritures, etc. Mais ça, on n'y est pas encore. Un truc qui a été beaucoup critiqué, je crois que c'est l'article qui est passé dans Nature, sur la reconstitution en épigraphie grecque, il me semble. Ils ont créé un modèle pour essayer de reconstituer les lettres manquantes ou abrégées au niveau épigraphique, mais en fait le texte est tellement lacunaire. Ils ont dit oui, on a réussi à reproduire des choses et tout, ça fait sens. Mais après, de ce que je sais, alors moi je comprends pas tout, les experts ont dit oui, mais il y a peu de chances que ce soit ça. Donc voilà, il y a encore des choses qui nous échappent et qui échappent à l'IA. De toute façon, il faut toujours se méfier de quelque chose qui nous échappe et qui échapperait pas à l'IA, parce que de toute façon, on ne peut pas vérifier ce qu'elle fait. Donc de là, il va falloir nous aussi qu'on soit capable de vérifier. Enfin, moi, je pense qu'il faut être toujours capable de vérifier les résultats qui sont produits automatiquement, quoi qu'il arrive. De là, de l'importance de continuer à apprendre de manière traditionnelle et pas complètement en rupture pour après pouvoir utiliser l'IA de manière pertinente et augmenter ses propres capacités. Mais il ne faut pas profiter de l'IA pour diminuer ses propres capacités parce qu'on est assisté par l'IA. Parce qu'au bout d'un moment, c'est les fake news, c'est la simplification de la pensée, etc. Merci, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette question de l'expertise et de la qualité des... Vous avez une question ? En fait, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ma question, c'est par rapport à la paire que justement nous avons vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On se dit, ouais, c'est bien l'IA, mais ça va quand même nous remplacer. C'est-à-dire, il y a cette paire qui est là. Et pour vous, quel est votre avis par rapport à ça ? Moi, j'y crois pas du tout que ça va nous remplacer. Alors peut-être que ça va diminuer le nombre de personnes nécessaires pour faire la même quantité de travail, mais ça demande au contraire un très haut niveau d'expertise parce qu'il faut être capable de vérifier tout ce que fait l'IA. Et donc, en fait, ça va nous demander d'être de meilleurs humains, d'une certaine manière, mais je pense pas que ça va nous remplacer. Enfin, en tout cas, pas sur les métiers qui demandent du recul, de la d'être capable de synthétiser, de critiquer, d'organiser, de diffuser, etc. Peut-être sur les tâches la robotique, par exemple. Je pense que là, il y a peut-être plus de raisons de s'inquiéter. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Enfin, ce que je disais, en fait, je pense que ça déplace les expertises. Mais je pense qu'on a dit la même chose de la réforme industrielle. À un moment, on a eu peur de l'automatisation de la production, etc. Et aujourd'hui, on a peut-être plus pollué, mais en tant qu'humain, on sert toujours à quelque chose. Okay. Est-ce qu'il y a un modèle d'IA pour justement la gestion de formats ou de métadonnées ? Pas que je sais. Enfin, moi, je travaille pas dans ce domaine-là, mais on peut créer des métadonnées automatiquement. Après, créer des métadonnées de qualité, réutilisables, etc. Okay. Ça, je pense que l'humain est toujours nécessaire pour modéliser. Ok, merci beaucoup. Merci Ariane, merci à toutes et tous.